Et bonsoir les gens, on est reparti pour la seconde vidéo sur One Piece. Cette fois, on va voir 4 arguments qui vont vous permettre de défendre que One Piece est bien une œuvre d'art. Mais attention, ces 4 arguments que je vais vous donner ne sont pas à utiliser en même temps. Chacun de ces arguments suit une vision de l'art bien différente, c'est donc à vous de choisir votre vision préférée. D'ailleurs, ne vous cantonnez pas à ces 4 arguments et définitions, il en existe plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre meilleur argument ou définition de l'art en commentaire pour en débattre avec moi ou entre vous. Sur ce, c'est parti avec le premier argument. One Piece, c'est beau. Argument qui peut paraître contre-intuitif puisque c'est généralement l'inverse qu'on entend sur l'œuvre. En effet, beaucoup n'ont pas lu ou disent avoir arrêté car ils n'aimaient pas le style graphique du manga, le reprochant d'être moins beau que de nombreux autres. Alors, même si imaginons que One Piece est moins beau que beaucoup d'autres, cela ne fera pas de lui forcément un manga moche. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire plus beau? Ou plutôt, comment vous définissez le beau? Dans le manga au sens commun, les planches de Miura ou de Shinichi Sakamoto sont considérées comme bien plus belles que celles d'Oda. Pourquoi? Eh bien parce que l'on confond souvent technicité et beauté. Le réalisme, ça ressemble à quelque chose que l'on connaît, le réel. Donc, même pour un néophyte, savoir si le résultat est plus ou moins réussi est assez facile. Et surtout, vu qu'on pense n'être pas capable de faire pareil, on se dit que pour y arriver, il faut y passer beaucoup de temps et avoir une énorme maîtrise technique. Le réalisme est donc impressionnant et nécessite une grande maîtrise technique, c'est pour cela qu'il est beau. Alors peut-être était-ce vrai en 1950, mais aujourd'hui une planche réaliste peut très bien être une image qui est passée par quelques filtres Photoshop sans que vous sachiez faire la différence avec un véritable dessin. De plus, la maîtrise technique ne permet pas d'évaluer la valeur artistique d'un objet. Par exemple, un dessin technique justement nécessite une grande maîtrise. Pourtant, il n'est pas beau au sens artistique du terme. Vous vous demandez peut-être pourquoi, parce que finalement, trouvez peut-être joli ce dessin. Eh bien, si ce dessin n'est pas beau au sens artistique, c'est simplement parce qu'il est utile. Il est créé dans le but d'être un support à la construction d'un objet qui lui-même répondra à un besoin. Et les défenseurs du beau artistique défendent généralement aussi le fait que l'art se distingue de l'artisanat, justement par sa non-réponse à un besoin primaire. Et c'est d'ailleurs le cas de One Piece en soi. Il ne peut ni être bu, ni mangé, ni vous servir de chaise. Il peut maximum vous aider à caler un meuble, mais ça serait beaucoup plus dur à ce moment-là de le lire. Du coup, si la technicité ne permet pas de définir la beauté, alors qu'est-ce que la beauté ? Eh bien, il en existe de nombreuses définitions. Pour ici, prenons une définition plutôt simple. La beauté vient de l'harmonie entre le fond et la forme. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire doit s'accorder avec la manière dont vous le dites. En ce sens, Berserk n'est pas beau parce que le dessin est réaliste, mais parce qu'il essaie d'exprimer la dureté du monde en choisissant un trait sombre et réaliste qui s'y accorde. Quant à Shinichi Sakamoto, ce n'est pas beau juste parce qu'il y a de beaux décors réalistes, mais parce que ces décors servent à créer une rupture avec son style naturel, permettant d'avoir la vision qu'a son héros asocial sur le monde, tantôt réaliste et émerveillé face à la nature, tantôt onirique et métaphorique, quand il s'agit du monde social. Bref, dans ses œuvres, c'est beau non pas parce que c'est réaliste, mais parce que le choix du réalisme sert un propos. Et il en va de même pour One Piece. Prenons quelques exemples. Commençons avec le Snake Man de Luffy. Avez-vous déjà vu un serpent ? Comment ça bouge un serpent? En ondulant, on est bien d'accord. Alors pourquoi Luffy ne fait pas pareil s'il s'inspire du serpent? Une interprétation possible, c'est que Oda a fait un choix esthétique dans cette transformation. Dans le manga, pour représenter la vitesse, on utilise des trames avec des lignes qui vont dans le sens du mouvement. Donc quoi de mieux que des lignes qui vont dans tous les sens, jusqu'à épouser les lignes de fond vers la fin du mouvement pour représenter cette vitesse et faire ressentir cette accélération finale. Et ce design de personnage n'est pas le seul qui a été fait selon des critères esthétiques. Alors super, on a prouvé que les dessins de personnages d'Oda sont beaux, mais petit problème, ici on parle juste de beauté du dessin. Or Oda n'est pas dessinateur mais bien un mangaka. Le beau dans le manga, il faut le penser dans l'ensemble. On avait déjà rapidement fait une analyse de mise en case dans la vidéo sur l'art, avec une planche prise au hasard, mais repratiquons l'exercice avec une autre composition.
Celle-ci veut représenter le lien et la proximité malgré la distance, et Oda va représenter ça de plusieurs manières dans la planche. Déjà de manière physique, avec une grande distance représentée dans la 4e case, qui contraste fortement avec la proximité des dessins des cases 1 et 2. Ensuite, il va montrer cela de manière symbolique, par la narration. Dans l'œuvre, Vivi est maintenant la reine d'Alabasta et elle ne peut donc pas publiquement souhaiter bonne chance à des pirates qui fuient son pays, tout comme eux savent qu'ils ne peuvent pas afficher leur lien avec elle. C'est donc par l'image que l'équipage et Oda décident de faire comprendre que quoi qu'il arrive, Vivi sera toujours un membre de l'équipage. En effet, la case 3, par superposition du drapeau et du signe, nous fait comprendre que cette croix est finalement plus qu'un simple signe de reconnaissance, mais bien un symbole d'union autour d'une même bannière. Une bannière qu'on lèvera évidemment en dernière case, comme un signe d'aventure qui se poursuit avec Vivi, même si elle n'est pas physiquement là. Mais ça c'est pour nous lecteurs, l'équipage lui sait déjà tout cela puisque dans la case centrale, leur regard est tourné vers l'horizon pour éviter de montrer leur visage triste, mais aussi parce qu'ils n'ont aucun doute sur le fait que Vivi leur rendra ce signe. Enfin, si la première case est centrale, c'est aussi parce qu'elle est centrale dans l'intention d'Oda. Il a pour but principalement de nous montrer de manière détaillée comment chaque personnage vit cette séparation. Nos deux rivaux préférés avec une apparente désinvolture, main dans la poche et clope au bec. Chopper, toujours très démonstratif, tente au maximum de montrer cette marque sur la pointe des pieds. Nami reste fier et digne. Usopp montre plein d'entrain, le poing levé, croyant dur comme fer qu'ils se reverront, ou tout du moins en essayant de faire croire aux autres et à lui-même que ça arrivera. Et enfin Luffy, c'est de manière contenue, le poing serré, qu'il vit cette épreuve, dur pour lui qui dit toujours ce qu'il pense, de vivre cette séparation en silence. Une très belle composition donc de phase calme, car pour ce qui est des phases de combat, je vous laisse aller voir une vidéo de BD Mancy qui analyse une phase de combat de manière détaillée. Bref, on a donc pu soutenir que One Piece est un beau manga sous bien des aspects. Malheureusement, on peut facilement me reprocher une chose, ma définition de départ. On peut facilement considérer que j'ai choisi cette définition pour justement faire rentrer One Piece dans la catégorie des œuvres d'art et qu'il y a bien d'autres définitions du beau qui l'excluraient justement. Mais du coup, en réalité, est-ce que toutes les définitions autour du beau ne poseraient pas le même problème? Pour le savoir, passons au second argument. One Piece est un manga qui a su nous fédérer à travers le monde et qui nous a fait vivre à tous plein d'émotions. Argument qui peut paraître niais et usé tellement au fil du temps il a été utilisé par des youtubeurs ou autres influenceurs en mal d'inspiration pour finir leurs vidéos. Si bien qu'aujourd'hui il a perdu toute sa saveur pour finalement devenir une banale conclusion aussi systématique qu'une introduction de philo du style « De tout temps l'homme a toujours cherché à bla 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 ». Et donc finalement cet argument plutôt intéressant est devenu une sorte de dicton sans âme en oubliant qu'il y a là un vrai argument qui peut avoir beaucoup de valeur si on prend une vision émotionnelle de l'art. C'est-à-dire une vision où l'on considère l'art comme une matérialisation d'un sentiment humain que veut transmettre son auteur à travers un médium. En tout cas, c'est comme ça que certains le définissent, rejetant la précédente définition de l'art esthétique, la jugeant trop subjective. Comme je vous le disais, définir l'art par le beau est trop personnel. On se retrouve avec des définitions souvent partiales et cloisonnées, où l'art n'est qu'un ensemble des œuvres qui intéressent la personne qui a proposé la définition. Là où la définition de l'art comme vecteur d'émotion a l'avantage d'être plus inclusif, plus populaire et universelle. N'étant qu'une transmission d'émotions, elle est donc faisable par tous, transmissible à tous et englobant donc un maximum d'œuvres. Toujours en suivant cette logique, la plus pure expression de cette définition se retrouve dans les œuvres qui ont finalement ému un grand nombre de personnes. Et dans ce sens, One Piece est une œuvre d'art, que dire, un chef-d'œuvre. On ne compte plus le nombre de moments d'émotion de l'œuvre, tellement il y en a. Alabasta en est un exemple, mais il y en a vraiment plein d'autres. Ces scènes se basent généralement sur des émotions simples et universelles qui, par la maîtrise de son auteur, sont facilement communiquées et ressenties par le lecteur. Si on reprend l'exemple d'Alabasta, les dernières pages du chapitre sont fluides et bien construites, on peut donc facilement être ému par cette dernière scène sans analyse particulière. Le problème ici, c'est que l'art n'est pas la seule chose qui permet de transmettre des émotions. Exemple, si quelqu'un que j'ai énervé me frappe, je pense que je vais moi-même ressentir de la colère. Il y a bien une transmission d'émotions, pourtant ce n'est pas de l'art. De même, à mon sens, il y a une différence entre stimuler une émotion et transmettre une émotion. Il y a une différence entre faire peur avec un jumpscare ou faire peur en créant une ambiance.
Et c'est cette impossibilité de distinction qui me gêne. Je n'arrive pas à différencier un vrai émerveillement émotionnel d'un simple moment de divertissement. Est-ce que j'ai vraiment vécu une expérience qui m'a touché ou est-ce que j'ai juste oublié que j'allais mourir pendant quelques instants? Pas simple de faire la différence, c'est pourquoi je préfère le troisième argument. One Piece est une œuvre d'art parce que Oda est un artiste. Si j'avais à choisir, ce serait cet argument que je prendrais, car c'est l'idée de l'art que je défends actuellement. Aujourd'hui, je considère que l'art est la matérialisation du moi de l'auteur, de son être. Pour moi, l'œuvre et l'artiste sont intimement liés, et quand un artiste crée une œuvre d'art, il exprime finalement une partie de son moi profond, plus ou moins consciemment. Là vous vous dites peut-être, c'est bizarre, pour le beau et l'émotion on dit que c'est compliqué à définir, et là on parle de l'être, une notion tout aussi, voire même plus compliquée à définir, est-ce que ça va pas poser problème? Eh bien pas forcément, puisque je n'ai pas besoin de définir ce qu'est l'être dans cette vidéo. Je peux postuler que l'art en permet sa compréhension, tout comme je n'ai pas besoin de définir ce qu'est l'univers pour savoir que la science en permet sa compréhension. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas définir une notion aussi complexe que l'être ici. On va juste postuler que l'art est un ensemble de manières d'exprimer et transmettre une partie de cet être. Du coup, comme dans l'exemple précédent, tout le monde peut faire de l'art. Maintenant, si une personne fait de l'art uniquement pour elle-même, elle ne sera pas considérée comme artiste puisque son œuvre n'est comprise que par elle-même. À mon sens, il faut que cette œuvre permettre une transmission ne serait-ce qu'à une personne pour finalement être une œuvre d'art. Si on prend l'exemple d'un enfant qui vous offre gribouillage, peut-être qu'il exprime une part de son être, quelque chose de profond, mais vous n'êtes absolument pas en capacité de le comprendre car l'œuvre n'est pas intelligible. Pour le devenir, c'est là que la maîtrise technique rentre en jeu. Celle-ci ne doit pas forcément être fantastique, mais suffisante et suffisamment pensée pour pouvoir représenter ce que vous voulez exprimer. Dans le cas de One Piece, comme expliqué précédemment, on est sur une œuvre très intelligible qui nous offre des scènes très lisibles car Oda a une grande maîtrise technique, que ce soit dans le dessin mais aussi dans tout le reste des outils propres au médium bande dessinée. Mais ce seul constat ne fait pas d'Oda un artiste, ça nous dit qu'il sait transmettre des histoires ou des émotions, mais ça ne dit pas si One Piece contient une partie de lui et qu'il nous la transmet. Alors comment savoir ça? Eh bien, il faut partir du principe qu'il transmet cette part de lui et qu'elle est en harmonie avec la forme qu'il a choisie. Ce postulat est très important et vous allez comprendre pourquoi. Reprenons notre analyse d'Alabasta en nous demandant maintenant ce que nous disent les choix de forme sur le fond, en sachant que le fond est maintenant l'auteur et une partie de son être. Si on regarde attentivement cette planche, certaines choses peuvent sembler bizarres, voire même invraisemblables. Les yeux de Vivi par exemple, une iris n'ondule pas, normalement. De même, la distance entre le bateau et le port semble vraiment trop grande pour qu'elle puisse voir l'équipage aussi distinctement que dans la case 1. Alors on peut se dire, MDR, c'est quoi ces yeux? Ou encore, là vous avez vu la distance à laquelle elle peut voir le bateau? Non mais maintenant c'est sûr, elle a des yeux bioniques la Vivi, c'est obligé MDR. Ou on peut plutôt partir du postulat que Oda sait ce qu'il fait. Du coup, qu'est-ce que cela nous dit? Déjà, les yeux de Vivi sont un élément d'accentuation imagée de ses sentiments. C'est comme si elle était tellement triste que ses yeux étaient remplis de larmes, ce qui créerait cette ondulation de l'iris. Quant à la seconde image, il est évident que cette première case n'est pas ce que Vivi voit, mais ce que Oda veut que l'on voit. Parce que ce qui intéresse Oda en réalité, dans cette scène, ce n'est pas la cohérence physique des éléments, mais bien comment chacun vit cet événement. Et ça, c'est aussi central dans l'œuvre d'Oda que cette case l'est pour cette page, ce chapitre, ou même cette fin d'arc. En effet, l'intention d'Oda dans One Piece est en fait de faire une œuvre émotionnellement forte, quitte à parfois aller à l'encontre de la cohérence physique. Ces intentions, on peut les retrouver même dans des choses qui peuvent paraître annexes, comme par exemple ses colorisations de couverture ou d'illustration. En effet, il utilise principalement des dégradés pour les ombres, rendant le changement de couleur progressif. Ajoutez à cela une palette de couleurs vives et vous obtenez un jeu de couleurs très peu réaliste, mais très percutant et prenant, là où d'autres comme Kishimoto par exemple, utilisent des couleurs plus feutrées et des ombrages qui tranchent radicalement, rendant la texture beaucoup plus réelle. Mais là où cette intentionnalité se voit plus, c'est dans ce que Oda préfère dessiner, ses personnages. En effet, Oda fait des personnages avant tout en fonction de ce qu'ils doivent représenter. Et ça se voit
dès son héros. Il a été conçu pour que sa joie de vivre transparaisse en tout temps. Je vous invite d'ailleurs à régulièrement regarder les bras de Luffy qui en dit généralement beaucoup sur son état d'esprit. Enfin, contrairement à ce qu'on entend généralement sur son style cartoonesque, Oda ne l'a pas choisi parce que cela correspondait à son univers loufoque. On entend d'ailleurs parfois que l'univers de One Piece il est tellement loufoque que c'est logique du coup d'avoir des dessins comme ça. Sinon, ça paraîtrait trop bizarre d'avoir des personnages élastiques dans un monde aux dessins réalistes. Mais bizarrement, quand Boichi reprend One Piece, ces mêmes personnes vous disent que c'est trop bien, voire même mieux que ce que faisait Oda, tellement c'est stylé. Ce n'est donc peut-être pas tant que ça pour la cohérence de l'univers que Oda a choisi ce style graphique. Donc pourquoi ce style? Eh bien parce qu'il y a une intention derrière, une envie de pouvoir aller plus loin dans les émotions qu'il veut véhiculer. Ce style lui donne la possibilité de surexagérer plusieurs situations pour ainsi mieux transmettre les émotions de ses personnages. Ça l'aide à mieux faire ressentir les scènes et la palette d'émotions qui s'en dégage. Ou en tout cas, c'est comme ça que lui-même les aurait mieux ressentis quand il avait 15 ans. En somme, Oda nous laisse entrevoir le lui qu'il était à 15 ans en nous faisant lire l'œuvre qu'il aurait voulu lire à 15 ans. En résumé, on peut conclure que Oda a une vraie intention artistique derrière One Piece, car ses choix de forme, que ce soit la mise en scène, l'histoire caricaturale, les personnages choisis, le dessin, le style graphique ou même les couvertures, tout cela répond à une intention personnelle de longue date et une philosophie de vie, bref à une partie de son être. Et pour arriver à cette conclusion, il nous a fallu faire plusieurs choses. D'abord, il a fallu vérifier que l'œuvre soit intelligible, comme on l'a fait avec le beau. Ensuite, il a fallu partir du postulat que l'auteur fait des choix cohérents par rapport à son intention artistique et donc analyser la forme de l'œuvre à travers ce prisme dans son ensemble. Ça veut dire non seulement le style, regarder l'histoire, mais aussi tous les éléments que la bande dessinée offre. Enfin, pour confirmer ce que vous pensez ou vous avez déduit, intéressez-vous aux autres œuvres de l'artiste, s'il y en a, et à ces interviews qui permettent d'en apprendre beaucoup sur les intentions de l'auteur et de vous confirmer ce que vous avez pressenti. Malheureusement, dans le cas d'Oda, il y a un bémol. Si j'ai pris cette page d'Alabasta, ce n'est pas pour rien. En effet, c'est parce que je suis sûr qu'elle représente le travail d'Oda, car il les a dessinés à la dernière minute, sans l'interaction extérieure, et qu'il a apparemment pleuré en les faisant. Ce qui veut dire qu'elle est complètement faite par lui, pour lui, contrairement à beaucoup d'autres éléments qui sont modifiés par d'autres. Alors ici, je ne parle absolument pas des assistants, je cible plutôt les éditeurs. L'éditeur, et surtout la manière d'éditer One Piece, me pose un réel problème artistique. Par exemple, je parle du trait et du style d'Oda, en disant qu'il s'agit d'une représentation parfaite du fait qu'il privilégie le sensationnel sur le rationnel. C'est peut-être vrai, mais c'est aussi un style facile et rapide à dessiner qui lui permet de rendre plus de chapitres que tout autre auteur du Jump. Pour ce que je vous ai dit sur Luffy, qui représente son idéologie, je le garde. Oda a eu beaucoup de mal à faire valoir son personnage et l'a gardé très longtemps, même après plusieurs demandes de modification, donc on peut penser que c'est un élément personnel. Mais à contrario, énormément de designs sont refusés ou modifiés, que ce soit dans le style ou dans le rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Donc si ils sont faits pour représenter visuellement une fonction, les changer peut être gênant. Enfin, c'est pareil pour les couleurs. Les dégradés sont sûrement bien son style, mais la palette vive de couleurs vient d'une envie de plaire aux plus jeunes dans les magasins qui vont être attirés par les couleurs pétantes. Bref, personnellement, sur beaucoup d'aspects de l'œuvre, j'aurais toujours un doute tellement d'éléments ont été modifiés en cours de route par la Shueisha, par les éditeurs, mais aussi par de l'auto-contrainte due à un mode de publication et au public. Bref, la Shueisha est une grosse industrie. Pour pouvoir publier dans le Jump et y rester, il faut savoir faire des concessions, notamment savoir abandonner sa vision personnelle au profit de choix qui marchent auprès du public. Plaire plutôt qu'être sincère, voilà la devise que pourrait avoir le Weekly Shonen Jump. De ce fait, malheureusement pour moi, One Piece n'est que partiellement artistique. Il possède des bribes de Oda, mais celles-ci sont cachées dans un brouillard de choix éditoriaux plus mercantiles qu'artistiques. Je me doute que cette conclusion peut paraître un peu abrupte, mais c'est ce que je pense. Oda est un artiste qui souhaite émouvoir son public avant toute chose. Il considère que l'émotion prime sur la cohérence et la vraisemblance et que le propre de son œuvre est de réussir à faire vivre son univers dans le cœur de son public. Une vision qu'il arrive à imposer parfois, mais ce n'est que parfois. Pour ne pas finir sur une note dramatique, un petit dernier argument. Moi tout ça je m'en fous, ce que je sais c'est que One Piece m'a touché et c'est tout ce qui compte.
Alors cet argument peut sembler bizarre puisque ça ressemble au second argument mais avec les problèmes du premier, c'est-à-dire une œuvre d'art serait vecteur d'émotion et je définis l'art comme uniquement l'ensemble des œuvres qui m'ont ému. Alors oui, ça ressemble pas mal à un « Ah oui, l'art c'est un peu chacun ses goûts, vous voyez », mais avec deux petites différences. J'ai dit tout ça, je m'en fous. Parce que je n'ai pas vocation à établir une norme ou une définition de l'art avec cet argument. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, c'est de l'art parce que ça m'a profondément touché. Mais je ne déclare pas ça comme une vérité absolue. Ensuite, je n'ai pas dit que ça m'a ému, j'ai dit que cela m'avait touché. C'est pas un simple j'aime pas, c'est une manifestation d'un sentiment bien plus profond que cela. On n'est donc pas sur de l'émotionnel comme dans le second argument, mais plus sur la définition 3, à la différence de laquelle on est plus sur la partie résultat que sur toute la partie qu'il y a avant. En effet, si je prends l'idée que l'art est une transmission d'une partie de l'auteur au public, eh bien dans ce nouvel argument, je prends la chose dans l'autre sens. Au lieu de réfléchir à tout le processus créatif de l'auteur, je ne réfléchis qu'en termes de finalité du processus créatif et de résultats que cela produit sur moi. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'ai été touché, oui ou non? Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'a plus besoin de supposer que l'auteur essaie de transmettre quelque chose. L'important, c'est que ça provoque quelque chose chez vous. Ce qui est plus gênant par contre, c'est que vous pouvez ressentir quelque chose alors qu'il n'y a rien, ou alors avoir une réception contraire à ce que l'auteur voulait dire. Mais est-ce que c'est vraiment gênant ? Dans cette situation, votre manière de penser l'œuvre vous a bien touché, donc c'est le principal, non? De plus, si vous arrivez à exprimer pourquoi et transmettre cette manière de voir les choses à d'autres, est-ce que vous ne seriez pas vous-même l'artiste de cette œuvre? Alors, vous avez peut-être l'impression que je conclue la vidéo sur quelque chose du style « Vous êtes le véritable artiste de ces œuvres, c'est vous qui faites vivre One Piece, sans le public, pas de chef-d'œuvre ». Alors c'est pas faux, mais c'est un peu vous donner trop d'importance. À mon sens, le but de ce dernier argument est surtout de compléter le troisième. En effet, pour moi, l'acte artistique est un échange. Il faut un artiste qui se livre et un public qui est réceptif à cette proposition. Malheureusement, cet échange n'est pas toujours bilatéral. Il arrive souvent que les œuvres soient produites par des personnes qui ne livrent pas spécialement leurs mots. Et il y a aussi des publics qui ne sont pas très réceptifs. Ils peuvent juste passer un bon moment. Les deux arguments que sont les arguments 3 et 4 sont finalement des cas où justement un des deux parties ne fait pas cette part de l'échange. Dans le 3, on pallie le fait que le public ne serait pas réceptif à travers l'idée que tous les auteurs auraient un moi qu'ils essayent d'exprimer. Et dans le dernier, on essaye de se dire que si l'auteur n'a pas vraiment de choses à exprimer, cela n'invalide pas votre manière d'avoir interprété l'œuvre. L'idée est de se dire que même si c'est un échange, et même si d'un côté ou de l'autre le travail n'est pas bien fait, cela n'invalide pas la démarche et vous n'avez rien à perdre à essayer en tout cas d'interpréter les œuvres de manière artistique. Cela ne fera pas de mal ni à l'œuvre ni à vous. C'est une très bonne démarche et je veux l'encourager. Bref, la vidéo se termine ici, j'espère que celle-ci vous aura plu et que ça vous aidera à mieux comprendre et à défendre One Piece ou n'importe quel autre manga que vous aimez, soit en expliquant en quoi celui-ci est esthétique, soit en quoi il est émouvant, soit enfin en montrant qu'il existe une démarche artistique, que celle-ci soit voulue par l'auteur ou qu'elle vous a touché personnellement. Vous comprenez aussi maintenant peut-être un peu mieux pourquoi je m'intéresse de plus en plus aux mangaka et à leur démarche artistique. J'espère que cette nouvelle orientation de la chaîne vous plaira. Sur ce, je vous laisse et d'ici là, lisez des mangas, que ce soit One Piece ou d'autres.